Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans le domaine techno et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandra Insoa. J'ai découvert Sandra via ses vidéos de yoga, puis elle m'a accueilli dans une retraite pour yoga, méditation au Portugal, et c'est là, grâce à elle, que j'ai commencé à écrire sérieusement et régulièrement. Aujourd'hui, Sandra parcourt le monde, elle enseigne le yoga, la méditation, elle anime un programme de développement personnel. Je dirais qu'elle envoûte son auditoire de ses bains de son, elle dessine, elle écrit. Bonjour Sandra, bienvenue. Bonjour Mickaël, c'est un plaisir. Oui, c'est un grand plaisir, d'autant que tu reviens juste d'un long voyage, donc tu es encore sous, sous la pression du décalage horaire, donc merci. Ouais, c'est ça, Euh, avec plaisir. donc avec le portrait que je viens de dresser, j'ai l'impression que double vie, ça suffit pas. Enfin, tu as tellement de cordes à ton arc que ça suffit pas, que c'est un euphémisme. J'ai- Bah, ouais, ouais, c'est presque, comment dire, tu as tellement de facettes que j'ai l'impression que ouais, c'est presque, que tu vois ça comme un tout. oui, c'est clair. En fait, tout à fait. C'était même la première chose que j'allais dire. En fait, c'est même pas une double vie là. Pour moi, c'est simplement, c'est ma vie multifacette qui est exposée, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et c'est devenu ça au fur et à mesure, hein. Ça a pas toujours été comme ça, mais c'est vraiment, ça devient de plus en plus ça, en fait, une vie multifacette. Ce qui m'avait attiré l'attention, et c'est pour ça que je me suis intéressé à toi au début, c'est que j'ai vu que il y avait un appel qui était similaire au mien. Tu as, à l'origine, il y a très très longtemps, travaillé dans l'informatique. euh, et tu as trouvé à un moment le courage de suivre ta voie. Comment t'as trouvé ce saut alors que, ben, voilà, moi j'ai suivi ton programme de développement personnel, on a échangé. Et toi, comment tu as trouvé la force de faire ce pas? Alors, en fait, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai grandi dans un environnement où déjà la créativité, l'art, tout ça, c'était inexistant en fait. Et je pensais que j'étais la moins créative, la moins artistique du monde, franchement. Tout ce que je savais, c'est que j'avais un cerveau rationnel qui apparemment fonctionnait bien, tu vois, j'étais à l'aise en maths, et donc ce qui fait qu'on m'a orientée, tu vois, naturellement vers des études d'ingénieur. Et donc je me suis retrouvée ingénieure. Euh, et donc voilà, j'ai commencé en fait très vite, juste après mes études, je suis partie à Vancouver directement. Donc j'ai jamais travaillé en France. Je suis partie directement là-bas. Et en fait, c'est là-bas, pendant 2 ans, que je pense j'ai reconnecté avec cette fibre d'entrepreneur. Donc ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a invité à penser que ça pourrait être possible, tu vois, que je fasse quelque chose moi. Et ça, rien que ça, déjà, c'était mais énorme. Parce que j'imaginais pas du tout à l'époque pouvoir faire quoi que ce soit moi-même, quelque chose qui sorte de moi, tu vois, c'était déjà un pas énorme, quoi. Et ensuite, si tu veux, après 2 ans à Vancouver, je suis rentrée en France et j'ai atterri à Paris, alors que je suis pas parisienne, j'avais jamais habité à Paris avant. Et là, si tu veux, ça a été un peu la claque parce que je me suis retrouvée à la Défense, euh, donc ingénieure en informatique. Et là, j'ai vraiment senti que c'était le clash, quoi, que j'étais pas du tout à ma place. Même si j'étais à l'aise avec ce que je faisais, j'ai toujours aimé le côté algorithmie, tu vois. J'aime ça en fait, hein. J'ai quand même un côté hyper scientifique, mais malgré tout, je sentais bien que, enfin, ça faisait pas de sens vraiment, c'était pas moi. Et donc là, en fait, je me suis dit, j'étais encore assez jeune parce que c'était il y a 10 ans, et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ce pas le plus tôt possible, sinon ça va être de plus en plus dur. Et je veux pas attendre, tu vois, d'être installée, d'être trop dans ce confort parce que c'était quand même une situation confortable. Je voulais pas attendre ce moment-là ou attendre d'avoir des enfants, et tu vois, ça devenait urgent, il fallait que je fasse le saut, et donc j'ai vraiment tout quitté. Donc moi j'ai fait ça radical, quoi.
j'ai tout quitté, puis j'ai reconnecté en fait avec le yoga qui, ça c'est, en fait, j'ai commencé le yoga très jeune quand j'avais 4-5 ans, et en fait, le corps, ça a toujours été mon seul moyen d'expression. Donc ça a été toujours ça. Et donc je me suis reconnectée à ça au départ, sans penser que j'allais en faire quoi que ce soit, mais ça a été mon fil conducteur, si tu veux. Et je me rends compte maintenant, après coup, tu vois, après 10 ans, parce que ça fait 10 ans que j'ai quitté mon ancien boulot d'ingénieur, mon ancienne vie, là on peut le dire, je me rends compte qu'en fait, le yoga, c'était simplement, enfin simplement, c'est à la fois tout, mais c'est ma base, c'est ma porte d'entrée, en fait, c'est mon ouverture sur toutes les autres facettes. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai réalisé au fur et à mesure des années, finalement. Mmh. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tu as dit, ouais, le yoga, c'est mon moyen d'expression, quoi. Donc, Ouais, c'était ouais, un appel, tu avais ouais, besoin de t'exprimer, en fait. C'est ça c'est le. ça. Ouais. En fait, si tu veux, quand j'étais jeune, moi, j'étais hyper timide, quoi. J'étais vraiment une timide maladive. Et quand je te dis que je pensais, j'ai toujours pensé que j'avais aucune créativité, que j'avais rien de artistique ni quoi que ce soit, c'est que il y a rien qui sortait de moi, si tu veux, hein. C'est-à-dire que à l'école, pendant toutes ces années, déjà le système d'éducation classique, ça a été assez dur pour moi. Et il y avait aucun mot qui sortait. Quand on me posait une question, j'étais sèche. Tu vois, donc il y avait aucune expression verbale, orale ou que ce soit par écrit. J'avais rien à dire. C'est simple, j'avais rien à dire. J'avais rien à dire. Tu vois, c'était et en fait je m'en rendais pas compte, mais effectivement la seule expression que j'avais, c'était le corps. Ça par contre, je l'ai toujours eu, ce lien avec le corps, je l'ai toujours eu, et c'est ça qui, tu vois, ça a été ça le retour aux sources finalement, et c'est ça qui a ouvert sur d'autres portes en fait, hein. Mmh. Ouais. Ce qui m'a vraiment frappé dans ton programme, donc, qui s'appelle Magical You, c'est la manière dont tu arrives à faire le pont entre des disciplines ou tu vois, des concepts ou on va dire des philosophies de pensée, des approches. Tu arrives à faire une synthèse, à faire un mélange de tout ça qui est très cohérent. Et j'ai l'impression, ouais, c'est la définition de la créativité, quoi. Tu fais des ponts entre des choses, entre des concepts. Ouais. Bah écoute, c'est encore une fois, c'est intéressant parce que même quand j'ai créé Magical You, c'était en 2017. Finalement, j'ai créé Magical You, si tu veux, ça a été la roadmap. Comment on dit comment on dit ça? La roadmap. Ouais, Ça se dit ouais, en français, non? ça se dit, ouais, ça se dit. Ouais, bon, ok. C'est un petit peu la roadmap de mon propre cheminement personnel, si tu veux. Donc ça a été très inspiré de mon cheminement, c'est-à-dire de comment j'ai fait pour passer de finalement ingénieur informatique à retrouver ma voie, tu vois, à me retrouver moi-même, à retrouver cette expression. Enfin, c'est même pas retrouver, c'est la libérer parce qu'elle avait jamais été là, si tu veux. Et donc ça m'a pris quand même tout un tas d'étapes, si tu veux, dans mon cheminement personnel. Et finalement, tu vois, il y a un jour, avec du recul, donc j'étais déjà sur cette voie depuis quand même quelques années, quand j'ai créé Magical You en 2017, donc j'avais quitté mon ancien boulot depuis 7 ans. Et tout d'un coup, bah, dans une méditation d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça me vient en général, mes idées, tout d'un coup, tout a fait du sens, tu vois, toutes mes étapes, toutes les phases par lesquelles je suis passée, voilà, tout ça a fait du sens, tout ça est devenu cohérent avec toutes les disciplines aussi que j'avais étudiées, parce que dans mon cheminement personnel, évidemment, je me suis reconnectée au yoga très fortement, mais aussi à la méditation, l'hypnose, développement personnel, soins énergétiques et tout ça. Et ouais, tout d'un coup, tu vois, voilà, ça a fait du sens. Ça suivait les 7 chakras principaux du corps, tu vois. Enfin, Mm. c'était magique, quoi. C'était un moment de révélation assez fou. Et voilà, c'est comme ça que j'ai construit le programme. Et c'est dans cette idée toujours justement de faire les ponts entre les disciplines, de faire les ponts entre nos différentes facettes. Parce que si tu veux, j'ai toujours été frustrée, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, si tu me demandes qu'est-ce que tu fais,
j'ai envie de te dire, je sais jamais comment répondre à cette question, tu vois. J'ai envie de te dire, je vis en fait, tout simplement, tu vois. J'ai pas envie de mettre une étiquette, j'ai même pas envie de dire prof de yoga parce que ça colle une étiquette, tu vois. Et je trouve ça dommage que la société est à l'aise quand tu lui réponds une chose, tu vois, et comme ça, les gens arrivent à se faire une idée, mais dès que tu commences à dire d'autres choses, tu vois, ils sont perdus, ou alors ils te rendent l'image que tu pars dans tous les sens et que c'est pas cohérent. Et en fait, si tu veux, j'ai envie de montrer qu'en fait, tu peux avoir de multiples facettes et que ça peut être cohérent, en fait. Cohérent complètement avec, avec en fait, ta philosophie de vie, tes valeurs profondes, au final. Tu disais que la méditation, c'était un peu voilà, le point de départ qui t'avait donné tes idées sur le schéma que tu devais suivre. Est-ce que quand tu crées aussi, c'est aussi le point de départ de la création? Est-ce que par exemple, tu vas méditer avant de faire une session de dessin ou d'écriture ou ce genre de choses? Ouais, en fait, ouais, c'est vrai que ça se fait assez naturellement, mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment de méditation avant tout ce que je fais. Toutes mes idées, tu vois, toutes mes idées de programme et tout ça, c'est toujours venu dans des méditations. En fait, si tu veux, euh, comment dire, j'ai d'abord une intention, j'ai d'abord l'intention de faire quelque chose, tu vois, je me dis, voilà, ça y est, je vais faire un nouveau programme là-dessus. Donc, je pose l'intention, si tu veux, je la lance dans l'univers, on va dire. Et puis, et après, mais je vais pas forcer pour, tu vois, je vais pas forcer avec mon mental pour essayer de voir comment faire. Pour l'instant, c'est juste une intention. Et puis, en fait, ça mûrit, ça mijote, ça mijote, ça mijote. Et, euh, et puis avec mes méditations, avec mes pratiques de toute façon quotidiennes, il y a un moment donné où c'est clair. Et là, ça sort. Voilà, c'est comme ça que ça marche en fait. Et je me rends compte que c'est comme ça pour un petit peu tout ce que je commence à explorer maintenant, c'est-à-dire même pour les dessins, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai une, j'ai quelque chose que j'ai envie d'exprimer, une sensation ou un sentiment, un feeling. Et puis à un moment donné, ça sort sous une forme. C'est un peu ça, ouais. Ça me Ouais. frappe également parce que j'ai constaté récemment que justement quand j'ai moins d'idées ou que j'arrive pas, tu vois, à trouver le chemin de ce que je veux écrire, etc. En général, c'est que j'ai pas assez médité dans les jours passés et que voilà, si tu prends pas le temps de méditer, ben t'as pas, voilà, ça se tarit, la source, Ouais. l'inspiration se tarit en quelque sorte et voilà, tu dois repartir sur les bases et reconstruire. Ouais, c'est ça. Mais C'est-à-dire que, ouais, j'y vais pas dans la force du tout, quoi. Ça marche pas comme ça pour moi. Même l'écriture, en fait, j'ai découvert une nouvelle forme d'écriture là récemment. Enfin, j'ai découvert. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une nouvelle forme d'écriture qui est en train de sortir. C'est des petits textes finalement d'inspiration que j'imagine avec une vidéo. Donc, j'imagine du son, tu vois, des images, des plans. Enfin, il y a toute une ambiance en fait. Et en fait, c'est la même chose si tu veux. C'est d'abord c'est d'abord une sensation que j'ai envie d'exprimer. Comme je suis kinesthésique en premier, si tu veux, pour moi, ça part toujours d'une sensation. Un feeling, quelque chose, ce truc que quand j'étais petite, j'arrivais jamais à exprimer. Tu vois, ça sortait pas, c'était juste dans le corps en fait, hein. Et là, ce que je commence à apprendre à faire, c'est ce truc que je ressens à l'intérieur, il sort de différentes manières. Et ouais, c'est ça. À un moment donné, ça sort tout seul, quoi. Mais je peux pas le forcer. Déjà, je peux pas. Il faut que ce soit une sensation qui est forte à l'intérieur, si tu veux. Sinon, je peux pas écrire quelque chose sur quelque chose qui me touche pas ou que j'ai pas vécu, par exemple, tu vois. Je fonctionne comme ça. Je peux pas inventer.
quelque chose, c'est forcément quelque chose qui me touche particulièrement, que j'ai vécu, que j'ai traversé, ou tu vois, qui me prend aux tripes un petit peu. Et là, oui, là, il y a un moment donné, ça va sortir. Ouais, ça me marque parce que l'atelier qui m'a le plus marqué sur l'écriture pendant la retraite au Portugal, c'est celui effectivement où tu décris les sensations Hmm. petit à petit sur les cinq sens, tu les passes en Ouais, revue et ouais, tu assembles le tout ouais, dans un univers. En fait, tu crées un univers à partir des choses qui te ouais, font plaisir dans ces cinq sens et voilà, tu as des images qui te viennent, des sons, des odeurs et ouais, tu dois le raconter. Et ouais, ouais. ouais, c'était un des exercices les plus forts qui m'a le plus De- marqué. Ouais, 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 c'était un bel atelier. Tiens, tu fais bien de me le rappeler. Ouais, ouais, c'était super chouette. Ouais. Tu disais que tu étais à Vancouver quand tu as eu l'idée de faire ce saut. On voit que tu voyages beaucoup. Ouais, quel rôle joue le voyage pour toi? Est-ce que tu as besoin de voyager pour trouver l'inspiration? Alors, très clairement, ces 10 dernières années, ben même plus que ça, hein, ouais, c'est 14, c'est 15 dernières années. Euh, ouais, j'ai beaucoup voyagé, et en fait, si tu veux, les voyages, ça a d'abord été mon exploration personnelle. Donc j'ai voyagé pour mon cheminement personnel, pour mes formations. Tu vois, toutes les formations que j'ai faites ont été à l'étranger. Je suis allée en Inde pour le yoga, en Thaïlande, etc., Hawaï. Bref, tout ça, ça a été euh, ouais, pour mon apprentissage, pour ma découverte, pour mon cheminement, l'exploration, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui a nourri finalement tout le reste, puisque, si tu veux, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Il y a des phases où c'est pour moi, tu vois, c'est des voyages, j'explore, j'apprends, etc. Et là, voilà, c'est pour moi. Et puis il y a la phase où je rentre en France en général, et là, je suis dans un autre mode où je partage. Et c'est des périodes qui sont assez distinctes pour moi, tu vois. Je fonctionne pas mal en bloc, quoi, en phase, si tu veux. Donc là, tu vois, par exemple, j'étais à Los Angeles pendant 6 mois. Quand je suis aux États-Unis, de toute façon, j'ai pas de permis de travail, donc je fais rien, si tu veux, sur place. Je fais quand même mes trucs en ligne, tu vois, mais je fais rien sur place. Et je sais que c'est un moment pour nourrir mon inspiration, tu vois, pour être dans ce côté créatif, etc. Et quand je rentre en France, bah, c'est un autre mindset que j'ai. Et je sais que quand je rentre en France, je passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire que je suis là pour partager. C'est les retraites, les ateliers, les événements, etc. Et donc, euh, tu vois, c'est deux aspects différents. C'est plutôt dans le mode introverti quand je suis... Enfin, introverti. Beaucoup de travail intérieur quand je suis dans mes voyages. Et quand je suis ici en France, bah là, je suis dans le partage. C'est vraiment dans le donner, donner, donner. Et voilà, c'est des phases assez nettes, claires et nettes pour moi, quoi. Oui, du coup, ça te sert de séparation et tu changes Ouais. de mode Ouais, comme ça. c'est ça. Moi, je fonctionne comme ça. Je change de mode, et par phase. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui sont bien installées dans leur vie. C'est-à-dire, quand je dis ça, je dis au même endroit, ce qui n'est pas mon cas. Elles peuvent, dans la même journée, avoir des moments d'écriture, des moments de leur vrai boulot, entre guillemets, des moments, voilà, tout ça dans la même journée. Moi, ça marche pas comme ça, en fait. Moi, j'ai vraiment, tu vois, par exemple, si je me mets à écrire, j'ai écrit, il y a eu une phase à Los Angeles où j'ai écrit, bah, pendant 3 semaines, j'ai fait que ça, tu vois. Puis après, je suis passée à autre chose. Hmm, Donc voilà, moi je fonctionne en bloc plutôt. Ouais. ok. Tu parlais des voyages, celui qui a été aussi marquant récemment, donc avant ton passage aux États-Unis, c'était le- l'apprentissage de la musique, des Ouais. sons, comment. Je me souviens quand on avait échangé, tu disais que ouais, tu te sentais pas forcément à l'aise avec ta voix, etc. Comment tu as fait ce passage-là? Comment tu as trouvé. Enfin, comment ce voyage t'a transformé en fait sur ces aspects-là?
En fait, tu vois, c'est marrant, Mickaël, parce que tout ce que je fais maintenant, c'est des choses avec lesquelles j'étais absolument pas à l'aise, quoi. Que ce soit l'écriture, le dessin, j'avais jamais dessiné de ma vie, hein. Le dessin, la voix, le son, tout ça, c'est des trucs qui me paraissaient impensables, quoi. Donc, ce qui s'est passé pour le son, alors ça a commencé progressivement, hein, tu sais. En fait, je me rappelle maintenant, c'est rigolo parce que quand j'étais à Hawaï, donc c'était en 2014, donc ça fait quand même un moment, j'étais encore beaucoup dans le yoga physique, tu vois. J'y étais allée pour étudier avec un maître, voilà. Donc voilà, moi c'était que le physique, physique, physique. Et je me rappelle que mon maître, je l'avais pris presque comme une punition, si tu veux, mais il m'avait, pendant plusieurs jours d'affilée, il m'avait empêché de faire ma pratique physique et il m'avait mis au fond de la salle et il m'avait obligé à chanter des mantras. Et le truc que je détestais, tu vois, parce que la voix, enfin le chant pour moi, c'était impossible, quoi. Euh, mais parce que tu vois, il devait sentir qu'il y avait quelque chose à débloquer à ce niveau-là. Et donc c'est marrant quand j'y pense maintenant parce que j'avais oublié ça. Et donc ça a dû commencer un peu comme ça. Puis après, j'ai fait ma formation de Kundalini, où là, effectivement, on utilise beaucoup les mantras. Il y a toujours des bains de gong à la fin des pratiques. Et je pense que c'est vraiment dans cette formation de Kundalini que j'ai fait à LA ça a ouvert la porte, disons. Et ensuite, plus récemment, je suis partie à Bali donc en décembre de l'année dernière, 2019. Et j'ai fait tout un tas d'ateliers de libération de la voix, de bains sonores avec tout plein d'instruments, etc. Et là, vraiment, ça a été une grande ouverture. C'est surtout que je me suis rendu compte, en fait, que tout le monde avait une voix, en fait. Tu vois, c'est impressionnant parce que même ceux qui pensaient avoir la pire voix, enfin, tu vois, ou chanter faux ou tout ça, ce que j'aime dans l'approche du son, dans la guérison sonore, c'est que on n'est pas du tout dans la performance, on n'est pas dans le côté, dans la performance extérieure en fait. C'est vraiment quelque chose de, ça fait partie. C'est de la guérison en fait. On fait ça pour la guérison, pas pour autre chose, pas pour, tu vois, être devant une scène et on le fait pas pour l'extérieur, voilà. Et donc en fait, ça change complètement ta perspective. Et donc ça ouvre les portes. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait tout le monde avait une voix, quoi. Il suffisait simplement d'avoir suffisamment confiance, d'enlever aussi les auto-jugements parce que c'est ça hein, qui nous bloque beaucoup. Donc c'est un travail de nettoyage finalement de nos propres croyances, de nos propres jugements. Et à partir de là, c'est incroyable quoi, à quel point ça libère. Et puis donc, après, en janvier, j'ai fait une formation, tu vois, de 2 semaines au Guatemala spécifique sur la guérison sonore. Puis alors là, ça a été encore à un autre niveau, quoi. En fait, c'est le changement de perspective aussi sur tout ce qui est artistique, en fait, si tu veux. Euh, Parce que ce qui a été le déclic pour moi, que ce soit pour le dessin, que ce soit pour la voix, que ce soit pour l'écriture ou tout ce qui est créatif, artistique, le déclic, ça a été de changer ma perspective sur ce qu'était l'art et la créativité. Tu vois, au début, pour moi, c'était comme des gros mots, les artistes, c'était des personnes à part qui avaient des capacités, enfin, c'était un genre de personnage à part. Pour moi, c'était inaccessible, c'était, tu vois, des choses hors du commun, etc. Et en fait, le fait de changer ma perspective et de me rendre compte qu'en fait, on est tous artistes, que ce soit enfin, on exprime notre créativité finalement tous les jours, que ce soit quand tu fais à manger, quand tu présentes ton assiette, quand tu t'habilles, finalement tout est créativité, tout est art, enfin tout ce que tu fais, que tu fasses, en fait même la façon dont tu parles aux gens, même la façon dont tu gères ton équipe, tout ça c'est de la créativité. Et si tu veux, j'avais pas ouvert les yeux là-dessus. J'avais une vision peut-être conventionnelle de ce mot qui me faisait peur. Et en changeant ça,
en changeant cette croyance, ça a ouvert toutes les portes finalement. Ce qui est aussi frappant dans ce que tu as dit là, c'est, tu vois, tu as une espèce de crainte, tu vois, ce que je veux dire, c'est que souvent la créativité est bloquée par la crainte du regard de l'autre, Ouais, etc. Et que le pouvoir t'exprimer dans des espaces un peu, tu vois, de bienveillance clos, donc le cadre d'une retraite, le cadre d'un espace ouais, d'apprentissage au Guatemala, ça libère, voilà, ça te permet de faire tes premières armes, prendre confiance dans un espace, on va dire, protégé, et puis après de te lâcher et de pouvoir accepter de lancer tes œuvres ouais. au monde, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. La clé pour moi, ça a été d'enlever cette pression du résultat, en fait. Et si tu veux, ce qui est très flagrant, c'est par exemple mes premiers dessins, en fait. Donc c'était l'année dernière, hein, c'était il y a quelques mois. Et c'était la première fois, parce que j'avais passé une période assez intense avant. J'étais à New York avant. J'ai vécu une expérience très forte, voilà, avec une personne où j'ai vraiment beaucoup donné. J'étais beaucoup dans le don, dans le service, jusqu'à aller même au sacrifice. Et donc ça a été beaucoup. Et après cette expérience, en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis posée, je me rappelle, à Barcelone, et je me suis dit, je vais faire quelque chose qui ne sert à rien, tu vois. C'est-à-dire, pour la première fois, je vais faire quelque chose sans attendre un résultat, sans... j'en ai rien à foutre si c'est beau, pas beau. En fait, voilà, tout d'un coup, il n'y avait plus rien de tout ça. C'était pour moi et c'était sans attente, sans résultat, sans jugement. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers dessins. Et, et c'est ça l'idée que je veux amener dans les retraites. C'est vraiment de faire, en fait, enfin, tu vois, d'oser, que ce soit la voix, l'écriture, le dessin, peu importe, vraiment en se libérant voilà, du regard, du jugement finalement, du jugement, que ce soit le jugement de nos propres créations, que le jugement des créations des autres. C'est juste être dans cette création et se dire que vraiment il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, tu vois, voilà, on oublie tout ça en fait, on oublie tout ça et juste on ose. Et là c'est fou parce que tu vois. Enfin, même dans une retraite, c'est incroyable les ouvertures qui se passent et j'entends tellement de fois dire mais je pensais jamais que j'étais capable de faire ça, tu vois. Ça arrive très fréquemment et c'est oh là là, c'est magnifique quoi quand tu vois ça. Mais c'est vrai qu'on a, tu vois, quand tu disais, on a les artistes, je les mettais sur un piédestal et j'avais Mm. l'impression que c'était des surêtres. Ouais, C'est vrai qu'on a ouais, cette image qui nous censure aussi, qui ouais, nous censure aussi beaucoup. Et je vois là, j'ai créé on va dire des groupes d'échange entre auteurs, donc on lit des textes, on partage, on fait des critiques aussi sur les textes des autres, mais il n'y a rien qui est pris personnellement en fait. Il y a un espace d'échange qui est bienveillant et du coup, chacun peut expérimenter sur une nouvelle idée de texte ou quelque chose qui n'a pas encore tenté, ça marche pas, bah, c'est pas grave. Donc, et on ouais, essaye justement ensemble de corriger et de voir qu'est-ce qui fait que ça marche pas et pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça fonctionne en fait. Donc c'est ouais, ça qui est intéressant. Il y a un ouais, c'est vrai génial. besoin Mm. d'espace de Mm. protégé, Libre, d'échange, ouais, libre, voilà, c'est ça, ouais. de liberté. Euh, Mm. En fait, c'est vraiment, je pense que notre plus gros frein, c'est cet auto-jugement, hein. C'est cette peur du regard des autres et cet auto-jugement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que dès qu'on a des pensées d'autocritique, d'auto-jugement, etc., on bloque le flow, en fait. Et si tu veux, il y a une pratique, je ne sais pas si tu as lu le livre de Julia Cameron, The Artist Way. non. Alors ça, c'est un bouquin qu'il faut absolument lire, je pense que pour tous les artistes, et en plus, si tu veux, ça relie la spiritualité au côté artistique, donc c'est magnifique. Et dans ces pratiques,
bah, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes programmes, hein. Dans ces pratiques, c'est le fait d'écrire 3 pages par jour, par exemple. Et l'idée, encore une fois, c'est juste de faire sortir et de faire sortir aussi voilà, tous les potentiels jugements critiques, genre oh là là, je sais pas quoi écrire, oh là là, mais en fait, pourquoi j'écris, enfin, tu vois, j'ai rien à Mm. dire, blablabla, blablabla. Et tu sors tout ça parce qu'en fait, c'est ça qui bloque le flow. Et il faut dépasser ça. Et puis à un moment donné, il y a d'autres choses qui sortent en fait. Mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de dépasser ça pour rentrer vraiment dans ce flot de créativité qui est, bah voilà, qui est fluide, qui est voilà, qui est au-delà de voilà des petites de tous ces petits jugements, de toutes ces petites pensées qui peuvent nous limiter finalement. Mm. Et effectivement, il y a aussi, en explorant, tu vois, la double vie, il y a aussi l'idée que bah, si on s'autorise à faire autre chose, on a dans notre première vie, on lance une image qui peut être mal perçue ou mal comprise. Donc, il y a une double peur en fait. Ouais, Soit il c'est va vrai. aller dans cette voie, Mm. est-ce qu'il est pas bien avec nous? Ouais, Qu'est-ce qui se passe, quoi? ouais. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'essaye. Ça, c'est vraiment un truc qui me dérange, tu vois, ouais, dans cette société où, par exemple, tu vois, là, on a l'image que je suis une prof de yoga, prof de méditation, puis ça me dérange l'idée que, ben, si je commence à partager autre chose, ça pourrait décrédibiliser, entre guillemets, tu vois, les choses pour lesquelles je fais depuis plus longtemps, donc tu vois, c'est un petit peu comme ça que là, je suis connue en ce moment. Et ça, je trouve ça dommage en fait, vraiment. Et donc, j'ai vraiment envie d'essayer de montrer que bah, c'est pas parce que tu es une prof de méditation, c'est pas parce que tu enseignes la méditation que tu peux pas à la fois faire du skate, tu vois, par exemple, tu vois. Pourquoi il y en aurait un qui viendrait décrédibiliser l'autre, tu vois? Je trouve ça vraiment dommage. Donc, ouais, j'ai vraiment envie d'essayer de montrer que tu peux, bah, voilà, qu'on est vraiment des êtres multifacettes réellement, quoi. Mmh, Et que, exactement, oui. en coupant une partie, en voulant montrer qu'une certaine partie à la société, finalement, tu te figes. Et en plus, la société construit, enfin, ou ton entourage, peu importe, construit une certaine image de toi. Et en fait, il te fige dans cette image et ça t'empêche d'être aussi les autres parties. Tu t'en viens à te dire, oh là là, si je suis une prof de méditation, ça veut dire que je dois être tout le temps hyper sérieuse, hyper, voilà. Et si tu veux, ça te coupe à d'autres facettes, en fait. Euh, et je pense que vraiment, ouais, on est là pour explorer toutes nos facettes, quoi. Ce serait dommage de s'en priver parce qu'on a tous, mais vraiment tous, j'en suis persuadée, tous beaucoup, beaucoup de choses à offrir et à explorer et à développer. Ouais. Exactement. Et l'idée du podcast, c'est vraiment de dire, OK, on peut, si on est plus nombreux, tu vois, à assumer ce double rôle, parce que c'est pas facile de dire, OK, je suis chef d'entreprise et puis j'écris et puis j'anime un podcast, etc. Donc, si on est plus nombreux à assumer le fait de faire plusieurs choses, je pense que ça peut commencer à rentrer un peu dans les normes et dans les choses acceptables, en fait. Bah oui, complètement. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui ose assumer ça, bah ça permet à quelqu'un d'autre de le faire également. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est pour ça, ton podcast, il est génial. Et c'est clair, ça permet aux autres d'oser aussi affirmer ben, leurs différentes facettes finalement. Et parce qu'en fait, on est tous c'est dingue parce qu'on s'en rend compte, en fait, je m'en rends compte dans les retraites. On est tous en train de cacher des parties de nous-mêmes, tu vois. À la fin, c'est dommage parce qu'en fait, justement, notre richesse, elle est dans le fait qu'on a toute cette richesse à l'intérieur. Et c'est dommage, ce serait dommage de passer toute une vie sans explorer aussi tout ça parce que c'est juste, c'est notre potentiel et je pense que c'est ça qui nous anime finalement, c'est d'explorer notre potentiel humain et en fait, c'est tellement fou tout ce qu'on est capable de faire que voilà, on en a pour des vies et des vies à explorer tout ça quoi. C'est Mm, fascinant. exactement. Et alors, tu parlais, tu vois, de direction, tu dis, je suis prof de méditation.
Mais en fait, je trouve quand j'écoute tes méditations guidées, etc., c'est vraiment, tu racontes une histoire en réalité aussi. C'est pas seulement tu vois, mettre le corps un esprit particulier. Il y a une réelle personnalité dans la manière dont tu vas amener le corps à se relâcher, l'esprit à s'apaiser. Et ça raconte, c'est vraiment du storytelling. Voilà, Ouais, en fait, c'est clair. En fait, c'est fou parce que, ben, comme tu disais, je mixe un peu tout et comme j'ai fait de l'hypnose, comme j'ai été hypnopraticienne, tu sais même que, bah voilà, pour la petite histoire, je suis encore, hein, euh, j'ai étudié l'hypnose, etc. Et j'ai même été à un moment donné à Paris prof de cycling. Je sais pas si tu vois ce que c'est, de ouais. vélo en salle. Donc rien à voir avec le yoga, la méditation, si tu veux, ni l'hypnose, encore moins avec l'hypnose. Et en fait, si tu veux, c'était fou parce que pendant le cours, tu vois, c'est avec lumière sombre, musique à fond, j'ai un micro, tu vois, enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est ambiance, c'est sportif, tu vois. Mm. Et en fait, je les emmenais dans une histoire, finalement. J'utilisais des métaphores, des protocoles d'hypnose, en fait, des métaphores d'hypnose qui t'embarquent dans un voyage, en fait. Et je préparais mes séances pour travailler sur des thèmes comme par exemple la confiance en soi, comme par exemple le feu intérieur, le fait de passer à l'action. Et j'utilisais toute une histoire, en fait, alors qu'on était à fond sur notre vélo, tu vois. Et à tel point qu'on sortait du cours et il y en a qui se rappelaient même plus. Enfin, on était parti dans une autre dimension. On avait complètement oublié le vélo et c'était fou, quoi. Parce qu'à la fin, tu vois, on pleurait tous tellement que l'ambiance était forte. Moi, je faisais partir les gens dans les étoiles, les machins. Enfin, et si tu veux, en fait, je le disais à personne, mais j'utilisais vraiment des choses que j'utilise en session d'hypnose, en fait. Donc c'était dingue parce que ça faisait, il y avait vraiment comment dire, des, euh, comment dire, des déclics. Il y avait Mm. vraiment des Ouais. déclics qui se passaient, tu vois, dans des sessions de cycling, quoi. Voilà. Donc comme quoi, en fait, tu peux amener ça, tu peux amener ça partout, quoi. Ouais. Réellement créativité voilà, en mêlant plusieurs disciplines, quoi. C'est Ouais, une c'est définition ça. parfaite. C'est ça. Est-ce que tu as envie, parce que là tu mixes les techniques, est-ce que tu as envie, tu vois, un jour de faire des choses plus, on va dire, créatives, mais en disant, ok, là je vais faire une exposition de mes dessins, ou là je vais faire écrire un bouquin, comment? Alors, alors le bouquin, oui, il est en route. Ah, cool. Euh, il va prendre un peu de temps parce que c'est un bouquin très personnel. C'est vraiment sur mes expériences, mes leçons, mes apprentissages, etc. Donc, si tu veux, je l'écris par phase. Donc, tu vois, là, j'ai fait encore une phase à Los Angeles, mais il n'est pas fini et je sais que ça va me prendre encore un peu de temps parce que moi-même, je digère et j'intègre, tu vois, mes dernières expériences. Mhm. Donc, mais clairement, je pense qu'il y aura un livre à un moment donné de toutes ces expériences de ces 10 dernières années finalement. Euh, voilà, plein de petites histoires, enfin toutes mes petites histoires en fait. Parce que tu vois, dans chaque histoire, il y a une leçon, il y a un apprentissage, etc. Donc ça, j'ai vraiment envie, c'est vraiment un projet, ça sortira un jour, c'est clair. Euh, pour les dessins, ça c'est quelque chose de vraiment récent, mais je sais que je vais en faire quelque chose. Euh, je sais pas encore quoi, mais ce sera pas une exposition, mais ce sera peut-être un jeu de cartes, ce sera peut-être des impressions, ce sera peut-être comment dire, des collaborations avec, tu vois, avec des marques éco-friendly, faire tu vois, des objets du quotidien, mais qui, tu vois, qui apportent un petit plus. Voilà. Ça, il y aura des choses aussi, c'est sûr. Mais bon, c'est encore assez récent tout ça. Ok. Ouais. Bon, écoute, J'y très bien. travaille, j'y travaille. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, enfin, ça fait vraiment plaisir en plus de voir, tu vois, les évolutions et comment
le projet prend de l'ampleur, grandit, Ouais, heu et chaque facette finalement grandit, c'est à clair. son rythme aussi, donc ça fait Ouais. vraiment plaisir. Sandra, merci beaucoup. Je vais partager, voilà, les liens vers ton site, tout ça dans la description du podcast. Merci encore pour ton temps et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, bientôt dans une prochaine retraite. Bah oui, avec plaisir. Merci Mickaël, c'est vraiment, super de partager tout ça. Je pense que ça va donner, confiance ouais et peut-être, courage à d'autres personnes, j'espère. Oui, j'espère. J'ai déjà reçu beaucoup de, tu vois, de commentaires positifs et je pense que oui, ça marque les esprits. Donc, Génial, c'est super, merci magnifique. beaucoup pour ton temps et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour conclure ce podcast, j'aimerais vous laisser avec, Sandra Insoa et ses bols de cristal. À très bientôt.